on a noté, on va dire, qu'on s'est mis d'accord sur les notes du PSG. Voici les notes qu'on a données. Et on va vous dire franchement, c'est pas des notes de finale. Parce que les notes de finale, d'habitude, ça part dans les 9, ça part dans les 10, ça part dans les 4, ça part dans les 3, ça part dans les 2. Et là, honnêtement, il n'y a personne qui a surdominé ce match-là. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que João Neves, pour moi, est au-dessus. Mais pour l'activité et pour l'état d'esprit du début à la fin, c'est-à-dire qu'en prolongation, il n'y avait plus que lui. Dembélé, parce que... il est sur l'action du penalty, il marque ce penalty. Et voilà. Sinon, c'est compliqué de... Alors, par contre, pour moi, Doué a été nettement en dessous. Il s'est un peu trompé. Autant ça a été l'homme de la finale face à l'Inter Milan. Ça a marqué son acte de naissance en Europe. Il a vraiment... c'était monstrueux, Doué face à l'Inter Milan. Ce soir, c'est le mauvais génie de Doué. C'est-à-dire il a multiplié les touches de balle, il s'est un peu perdu. Et face à une défense très basse qui lui laissait zéro espace, il s'est un peu perdu, Doué. Ouais, moi, je l'ai beaucoup défendu, Désiré Doué, cette saison, en disant qu'il fallait le laisser s'exprimer, il fallait le laisser perdre ses ballons, etc. Mais là, il n'a même pas essayé de faire tant de différence que ça. Doué, il était un peu éteint. Et je pense que si vous prenez tout l'effectif du PSG, c'est peut-être celui sur lequel cette digestion de la première saison extraordinaire c'est le plus fait ressentir. Pas forcément physiquement, mais dans la digestion de tout ce qui s'est passé. Combien de matchs marquants on a de Désiré Doué cette saison ? Il y a eu des éclairs, Monaco, notamment contre Monaco en barrage, où on se dit, OK, là, il vient d'apporter une réponse. Il y a aussi un match en équipe de France, tout ça. Mais ces dernières semaines, je le trouvais un tout petit peu mieux. Et là, effectivement, j'ai trouvé qu'il était retombé dans ce qu'on avait vu en Ligue des Champions en début d'année. Ouais. Agaçant, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, hyper brouillon. Un peu frustrant peut-être. Et moi, ça peut peut-être me poser question un petit peu par rapport à la Coupe du Monde. Je ne sais pas trop dans quel Désiré Doué on va avoir et quel sera son statut dans cette équipe. Ouais. 5 à Hakimi, 5 à Marquinhos, 6 à Safonov. Voilà les notes. Mais encore une fois, tu vois, c'est des notes qui sur un spectre assez restreint, quoi. Si tu enlèves Doué, tout le monde Ruiz, et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est assez fort que ce soit pas un sujet, Fabien Ruiz, parce que finalement c'est le seul choix que Luis Enrique avait à faire dans cette rencontre, c'est qui est-ce que je mets au milieu ? Est-ce que je mets celui qui a joué le plus de minutes au Paris Saint-Germain cette saison, à savoir Warren Zaïre-Emery, ou est-ce que je mets Fabien Ruiz ? Il choisit l'Espagnol qui était un ton en dessous, clairement, mais ça n'a pas impacté le PSG, peut-être parce que ce soir... c'était pas une énorme bataille au milieu de terrain. Il n'y avait pas la guerre au milieu de terrain puisqu'Arsenal était dans son camp et attendait. Donc finalement, il s'est un peu dilué un petit peu là-dedans. Mais moi, j'ai pas compris qu'il fasse pas rentrer. Le scénario du match était évident très très vite et j'ai pas compris qu'il attende autant pour faire rentrer Warren Zaïre-Emery, qui en plus a fait une bonne rentrée, je trouve. Moi, ça m'étonne pas tant que ça parce que c'est un match où Paris a le ballon. Warren Zaïre-Emery, quand Paris a majoritairement le ballon, qu'il faut trouver une passe, casser une ligne, etc. C'est pas forcément lui. Lui, il va vous briser les lignes par la course, par ses appels tranchants, etc. Là, il n'y avait tellement pas d'espace, je ne vois pas ce que Warren Zaïre-Emery pouvait apporter de plus que Fabien Ruiz dans ce match-là, si ce n'est sur une prolongation, sur une fin de match où il y avait besoin aussi un peu de jus, quoi. Alors, Arsenal finit la rencontre à 0,01 XG. C'est à peine croyable. Les XG... Oui, moi aussi. J'ai une très grosse réserve sur les XG. Alors, parce que quand même, il y a Havertz, il part seul au but. Ouais, mais alors ça, c'est la stat... Pardon, mais ça, c'est la stat en bois. Et les XG entre la 17e et la 21e minute aussi. Non, par contre, ça veut quand même dire... Oui, mais ça veut dire quand même dire qu'après le retour des vestiaires, Arsenal ne fait plus rien. Alors déjà, ils te mettent la 45 plus 6, donc en fait, c'est la 45e, c'est la seconde période, quoi. Mais là-dedans, il y a un moment où ils mènent. Donc en fait, ils s'en foutent de marquer. Ce qui compte, c'est de ne pas prendre de but. Donc ça, tu le comprends. Et puis il y a toute la seconde période de la prolongation où tu comprends très vite qu'ils veulent aller au tir au but aussi et où ils font plus rien. Et d'ailleurs, je suis assez étonné parce que on a quand même senti Paris physiquement à la peine dans cette prolongation. Ouais. Paris était physiquement à la peine. Et d'ailleurs, tout au long de la rencontre, c'est peut-être le seul bémol que je mets par rapport au PSG la saison dernière, c'est que, mais c'est logique après ce qu'ils ont vécu. Et oui, Arthur. Physiquement et dans le pressing, c'était pas aussi impressionnant qu'aux plus belles heures de la saison dernière. Mais c'est évidemment complètement logique. C'est le seul moment, moi, je pense, dans cette prolongation, où j'aurais, si j'étais supporter d'Arsenal, si j'étais observateur du foot anglais, reproché à Arsenal de ne pas être un peu plus incisif. J'ai une question pour toi. Où est-ce que tu mets Luis Enrique dans le panthéon des entraîneurs du XXIe siècle ? On ne l'a pas préparé, ça, mais c'est... Non, on ne l'a pas préparé. Il rejoint...
3 Ligues des Champions, Arthur. Non, c'est énorme. Avec 2 clubs différents. En termes de palmarès, honnêtement, 3 C1 avec 2 clubs différents, je le mets au-dessus de Guardiola, je le mets au-dessus de... Tu le mets au-dessus de Guardiola ? Ou avec Guardiola. Non, attends, Guardiola, il a ça C1 avec City, ça C1 avec le Barça. Non, c'est monstrueux. Et la différence avec Guardiola, c'est que... Non, la différence avec Guardiola, c'est que Guardiola, il a imprimé aussi une patte sur le jeu qui est encore plus durable. Il est resté... Et plus que ça, en fait. Il a fait des transformé petits, le foot. Et puis Luis Enrique fait partie des petits, entre guillemets, de Guardiola. Donc, mais au-dessus d'un Jürgen Klopp, oui, ça me paraît plutôt cohérent. Oui, il est très haut. De toute façon, il est très haut. Après, c'est toujours difficile parce que... T'aimes pas ça, toi ? Non, j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça parce qu'en plus, c'est difficile de juger. Il y a des contextes différents, il y a des moyens aussi différents d'un coach à l'autre. Non, mais c'est des débats super intéressants à avoir. Je me suis un peu perdu en le mettant au-dessus de Guardiola. J'ai commencé à paniquer. C'est comme quand on parlait des tirs au but de Nuno Mendes. Mais là, je retrouve un peu mes esprits. En vrai, pour moi, t'as Pep Guardiola, effectivement. Tu continues d'avoir quand même Carlo Ancelotti, qui pour moi... Et puis à ce moment-là, où est-ce qu'on met Zidane ? Zidane, moi, je le mets en dessous. Zidane, je le mets en dessous de Luis Enrique, pour la simple et bonne raison que Luis Enrique, en plus, il imprime quelque chose. C'est ça, il y a le palmarès et le jeu. Et oui, et comme il te transforme les joueurs, comme il te transforme l'équipe, comme il t'a transformé, il a pris l'ADN du PSG, il l'a cassé en deux. Et ça, je trouve que c'est son plus grand exploit. Quand il gagne avec le Barça, attention, hein, le Barça n'avait plus gagné depuis Guardiola, mais il y avait quand même des fondations qui étaient solides. Tu rajoutais Neymar, tu passais sur un jeu un peu plus vertical, mais tu avais quand même un background et un héritage de Guardiola qui te permettait quand même d'avoir quelque chose de sympa. Là, il est arrivé, Luis Enrique, dans un club névrosé, dans un club malade, et il a cassé ça. Et pour moi, c'est le plus grand accomplissement de ce mec-là, d'avoir fait ce back-to-back, d'avoir, lavé les têtes, et deux, persuader tout le monde que Paris pouvait être la meilleure équipe d'Europe. C'est peut-être ce qu'il y avait de plus difficile. Luis Enrique, ce qui est assez fort dans son parcours, c'est qu'il n'est pas... il n'est pas forcément très linéaire. Il y a l'AS Rome où il se plante. Il y a l'AS Rome où il se plante. Bon, il y a cette Ligue des Champions avec le Barça, bien sûr, avec un très très beau Barça d'ailleurs. Mais il y a aussi cette aventure très moyenne avec l'Espagne, cette élimination, tir au but contre le Maroc. Il arrive au PSG, il a connu des hauts, des bas. C'est pas non plus, c'est pas Guardiola. Donc très fort aussi d'avoir réussi à faire adhérer tout le monde à son discours dans ces conditions-là. Ouais, non, chapeau. Tout de suite, qui est le meilleur entraîneur qui est le meilleur au XXIe siècle? Luis Enrique, Guardiola, Ancelotti, Zidane. Il me manque un petit Pascal Duprat, mais moi je vote Guardiola quand même, les gars, faut pas déconner. On est vraiment dans les sondages. Voilà, Luis Enrique est premier. Luis Enrique est premier. Voilà, là c'est la foire à la saucisse. Là, mettez-nous quel est le meilleur joueur de l'histoire du XXIe siècle. Tu nous mets Ronaldo, Messi, et tu nous mets Nuno Mendes. Les gens vont voter Nuno Mendes là. Non mais là on est dans l'euphorie, mais bien sûr. On a toujours du mal à prendre du recul. Il faut toujours prendre un petit peu. Bien sûr. Et Deschamps alors. Ça, c'est vrai, c'est une très bonne. Dans les meilleurs managers du XXIe siècle. Ouais. En fait, c'est toujours compliqué. Ouais, c'est compliqué de. Mais c'est ça, mais c'est comme pour les joueurs. Qui est le meilleur joueur de l'histoire? Est-ce que tu prends l'esthétique? Est-ce que tu prends les chiffres? Est-ce que tu prends le palmarès? Mais là, surtout, tu compares sélectionneurs-entraîneurs qui ne sont pas deux métiers. Oui, qui sont deux métiers différents. Non, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que peut-être qu'il y en a qui préfèrent le style Luis Enrique au style Pep Guardiola, donc peut-être qu'ils vont le mettre un peu plus haut par rapport à ça. Après, c'est une question de feeling aussi, quoi. Il y a Oulim qui nous demande les compos. Alors, mais peut-être qu'il pense que le match était à 21h. Ah ouais, peut-être. Ah ouais. C'est mais peut-être ça. Oui, mais le match était à 18h exceptionnellement. Ou alors c'est un quiz. Ouais. Gvara, Game Changer Player, révélation de la saison du Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est celui qui a le plus progressé, sans doute par rapport à l'an dernier. Parce que l'an dernier, ils étaient déjà tous très hauts. Lui, il est encore monté plus haut, et notamment dans les stats, où l'an dernier, il avait un impact moins dans les stats, où il marquait beaucoup moins. Cette année, il a un impact sur le terrain, dans les stats et un peu partout. Et c'est vrai. Pardon, je te coupe Martin, mais énième parenthèse sur Ousmane Dembélé, je rajoute à chaque fois à son crédit, mais ces stats de la saison dernière, elles sont très très belles,
mais elles sont majoritairement jusqu'en huitième de finale. Ouais. Alors, il y a 2 passes D en finale, je crois, mais là, je crois qu'il y a 5 ou 6 buts qu'il met à partir des quarts de finale. Ouais. Donc ça change aussi toute la lecture. Et avec des matchs où ils sont pas toujours complets, ces matchs. Mais il y a plein de matchs où il rate une énorme occasion. Combien de fois on s'est dit, heureusement qu'il y a ce but de Dembélé, parce le que Bayern, bien il sûr. rate une énorme occasion, il bouffe la feuille au début. Mais c'est toujours lui qui marque. Enfin, c'est souvent lui qui marque avec VAR. Enfin, sans que VAR et sans Dembélé. Et voilà, ça aurait pas été la même chose. Safonov. Alors j'ai Julien qui dit j'aimerais bien qu'on parle de Safonov. On en a déjà un petit peu parlé de Safonov, mais effectivement, en fait, c'est le seul joueur qui a changé dans la compo de cette finale. Et effectivement, tu avais Donnarumma qui a fait. On a tendance à l'oublier parce que quand tu parlais tout à l'heure du PSG qui écrasait tout ça, Donnarumma a fait une campagne de Ligue des Champions légendaire l'an dernier. Ouais. Safonov n'a pas fait cette campagne de Ligue des Champions légendaire. En revanche, là où c'est exceptionnel ce qu'a réussi Safonov, c'est qu'il n'était pas programmé pour jouer. C'est que l'an dernier, les seules fois où il a joué, il n'a pas été bon. On se souvient du corner à Munich où il se trouve complètement. Et là, on lui dit, écoute, on a un gamin, ça ne fait pas l'affaire. C'est toi qu'on va mettre devant, débrouille-toi. L'an dernier, c'était Donnarumma, c'était quasiment le meilleur joueur de l'équipe. Débrouille-toi. Il a fait avec ses armes, mais il a super bien fait avec ses armes. Et je pense au match de Chelsea où il a été monstrueux à Chelsea. À Munich, il n'a pas été mal aussi, si je ne raconte pas de bêtises, si je me souviens bien. Oui. Et voilà, donc franchement, chapeau à lui parce que c'était pas évident. Et Luis Enrique de l'avoir imposé. Parce que il n'est pas certain que le PSG aurait gagné avec. Enfin, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui serait passé avec Lucas Chevalier. Ce qu'on sait, c'est que Paris a gagné avec Safonov. Donc là encore, bravo à Luis Enrique parce que fallait avoir pas mal de conviction. Bravo aussi à la cellule de recrutement parce que moi, il y a un truc qui me marque chez Safonov et c'est quelque chose qu'on nous racontait aussi dans les médias, dans l'environnement du PSG avant qu'on ne le voit jouer régulièrement. C'est son état d'esprit, son état de confiance à Safonov. C'est un gardien qui est très confiant et qui était persuadé a priori avant de passer devant Chevalier, qui pouvait passer devant Chevalier, qui pouvait être le gardien numéro 1. Était le seul à le penser. Hein. Ah oui, je pense. Donc je pense qu'il a un mental de vainqueur, lui aussi, de gagnant. Ouais. Et ça, ils ont su le déceler aussi en allant le scouter, entre guillemets. Donc bravo à eux. Alors, résultat du sondage, 1 Guardiola, 2 Luis Enrique, 3 Ancelotti, 4 Zidane, 7%. C'est dur. Non, mais en même temps, Zidane, il n'est plus dans le paysage depuis un petit moment. Il va y revenir. Mais... Ouais, il va y revenir très vite. Les vrais créateurs du jeu, ce sont Guardiola et le Gegenpressing de Klopp. Par contre, je suis d'accord, si on parle que de style, moi, c'est Guardiola et Klopp. Ouais, tout à fait. Je suis bien d'accord. C'est ceux qui ont inventé, qui ont marqué le plus. Mais c'était les antagonistes en plus à un moment. Exactement. Mais là, Luis Enrique, c'est juste qu'on a moins de recul. Mais malgré tout, il imprime quand même quelque chose. Et ce que fait Luis Enrique, ça va se diffuser aussi en Europe. C'est déjà en train de se diffuser. Et donc, c'est en train aujourd'hui de devenir quelque chose, Luis Enrique.